Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr et donc avec son directeur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonsoir. Alors nous allons parler d'une affaire d'État ou d'une affaire dans l'État ou une simple histoire abracadabrantesque, comme le disait Jacques Chirac à l'époque. En tout cas, l'affaire Benalla n'en finit pas de faire des vagues, des victimes et désormais l'objet d'une guerre ouverte entre le Sénat et le pouvoir exécutif. Un gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, au moment même où il s'adressait à une communauté juive à vif, entre explosion des actes antisémites, injures au philosophe Alain Finkielkraut à Paris et cimetière juif profané en Alsace. Pour évoquer avec nous ces deux sujets ô combien sensibles, Virginie Leguet, rédactrice en chef adjointe du service politique à Paris Match, bonjour. Bonjour. Et Brice Couturier, éditorialiste à France Culture, bonjour à vous aussi. Bonjour. Alors avant de vous donner la parole, on va faire un petit retour sur les dernières péripéties de l'affaire Benalla. L'ancien chargé de mission à l'Élysée dort depuis quelques jours en prison. Lui dont la désormais fameuse intervention musclée contre des manifestants en plein Paris le 1er mai dernier a ouvert une véritable boîte de Pandore remplie d'armes à feu, de passeports diplomatiques, d'intermédiaires et de contrats louches. Après 6 mois de travail, c'est un rapport accablant que la commission d'enquête a rendu public. Les sénateurs ne sont pas tendres avec Alexandre Benalla. Ils l'accusent de faux témoignages lors de ses auditions au Sénat et d'être impliqué dans toute une série d'affaires. Il n'y a pas une affaire Benalla. Il y a une affaire de la Contrescarpe et du Jardin des Plantes, une affaire du permis de port d'armes irrégulier, une affaire de contrat russe, une affaire de passeport diplomatique, une affaire d'émission d'un chargé de mission dans le bon fonctionnement de la sécurité présidentielle. La sécurité du président de la République aurait pu même en être affectée, précisent les sénateurs. Mais au-delà du cas Benalla, la commission vise également 3 des plus hauts responsables de l'État appelés à témoigner dans cette affaire. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, Patrick Stroda, le directeur de cabinet, et Lionel Lavergne, le chef de groupe de sécurité de la présidence. Leurs explications sur l'acquisition du port d'armes ou la restitution des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla n'ont pas convaincu la commission. Nous demandons que pour les collaborateurs de l'Élysée précités, le parquet soit saisi au nom d'omissions, d'incohérences et de contradictions et au nom du fait que les personnes concernées ont retenu une part significative de la vérité à la commission. Les sénateurs dénoncent des dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État. Alors, le porte-parole du gouvernement a immédiatement dénoncé, je le cite, des contre-vérités. Et puis, ce jeudi, c'est le Premier ministre lui-même qui, de façon très inhabituelle, a pris la parole. On écoute Édouard Philippe. La commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. Premier ministre déçu, le président et les rapporteurs de la commission d'enquête du Sénat ont réagi à la suite de ces propos, affirmant dans un communiqué que le principe de séparation des pouvoirs a été, je le cite, scrupuleusement respecté. Drôle de spectacle. Oui, c'est un drôle de spectacle. 2 petites remarques préalables. D'abord, à mesure que le mouvement des Gilets jaunes paraît s'essouffler, enfin, j'allais dire il était temps, voilà que surgit cette nouvelle incendie lancée par la commission d'enquête sénatoriale qu'il est difficile d'être président. Aujourd'hui, ça c'est un constat premier. La deuxième remarque, je l'emprunterai à Philippe Bas d'ailleurs. Si les sanctions avaient été prises au lendemain des faits, c'est-à-dire dès le 2 mai, rien de tout cela ne serait advenu. Donc il y a une faute majeure au départ, on en est bien d'accord là-dessus. Maintenant, sur ce qui nous occupe et sur le contexte politique, la majorité de cette commission sénatoriale d'enquête, comme la majorité du Sénat, c'est une alliance LR, Parti socialiste. Ça me rappelle l'époque où les Chiraciens étaient alliés aux socialistes pour faire la peau de Giscard. C'est un petit peu la même configuration politique que l'on a aujourd'hui, avec, de la part de cette commission, un bouleversement institutionnel. Parce que cette commission s'est préoccupée du fonctionnement de l'Élysée, ce qui en aucun cas n'est le travail normal d'une assemblée parlementaire. Sont responsables devant le Sénat et l'Assemblée nationale, et principalement devant l'Assemblée nationale, mais devant les chambres,
le gouvernement, le Premier ministre, le gouvernement, sous la Ve République, depuis le général de Gaulle, le président est irresponsable. Et donc les commissions n'ont pas à se mêler du mode de fonctionnement de l'Élysée. Or là, la cible de la commission, c'est bel et bien le mode de fonctionnement de l'Élysée, et ce pourquoi on peut parler de politique ou d'une opération politique de façon, à mon avis, assez lumineuse. Donc, ce qui n'empêche pas de considérer les innombrables fautes. On n'est pas au bout de nos découvertes de Benalla, bien sûr. Sans doute pas. Donc vous êtes d'accord avec Édouard Philippe, visiblement. Virginie Leguet, est-ce que ce n'est pas le travail du Sénat, quand même, de veiller au bon fonctionnement des institutions, même la sacro-sainte présidence de la République ? Disons que je ne partage pas l'explication lumineuse de Jean-Marie Colombani et je ne partage pas non plus Donnez-nous la vôtre. La façon qu'il a de reprendre les propos de Mme Belloubet, qui elle-même... La mienne est institutionnelle. Hein. Mme Belloubet a tout de suite elle-même... Oui. Le garde des Sceaux a tout de suite elle-même mis en garde la commission d'enquête du Sénat au nom de la séparation des pouvoirs, indiquant que les commissions d'enquête ont pouvoir de travailler sur l'action du gouvernement, mais pas effectivement sur le fonctionnement de l'Élysée. Et elle se trompe ? Et M. Bas a répondu qu'il ne... son travail, le rapport et toutes les auditions que le public a pu regarder, puisqu'elles étaient quasiment toutes, j'allais dire, à ciel ouvert, n'ont en aucun cas jamais touché la personne du président de la République, mais on parlait de l'organisation... Quelle hypocrisie. Je protège le président. Ma phrase, mon cher Jean-Marie, je protège le président. Sous couvert de protéger le président, on s'en prend à ses trois principaux collaborateurs que l'on envoie vers les juges. C'est une immixtion absolument inconstitutionnelle. Après, on peut changer la Constitution et sortir du grand débat en disant il faut désormais que le président soit responsable devant le Parlement. Mais à ce moment-là, c'est une modification constitutionnelle. Pour l'instant, la commission d'enquête a transmis son rapport sur le bureau du Sénat avec une annexe et des 8 pages, je crois, de références pour appuyer chacune de ces démonstrations. On verra ce qu'il va décider. Moi, il me semble que M. Bas et la commission d'enquête ont fait un traitement très différent de ce qu'a dit Alexandre Benalla, dont ils disent que c'était un faux témoignage, et de ce qu'ont dit ces trois hauts responsables de l'État, M. Stroder, M. Koller et M. Lavergne, dont ils ont dit qu'ils avaient eu des incohérences, voire des contradictions dans leurs propos, ce qui n'est pas tout à fait du même ordre. Et ils ont expliqué effectivement que lors de leurs différentes auditions, ces trois personnes ont eu un mal très net et très évident à cerner le poste de M. Benalla, et qu'il a fallu qu'ils obtiennent enfin à grand-peine la fiche de poste, comme on appelle ça, de M. Benalla, pour comprendre que, contrairement à ce que disaient ces trois hauts responsables, ce n'était pas tout à fait un poste aussi, j'allais dire, bas et peu d'importance, comme semblait le prétendre M. Stroda ou M. Koller. Alors, Brice Couturier, vous avez peut-être tranché entre Jean-Marie et Virginie. Quel rôle Édouard Philippe et le Sénat. Des responsabilités écrasantes. Écoutez, c'est vous. Non, je n'ai pas besoin d'Édouard Philippe pour penser ce que je pense. Moi non plus, mais je serais d'accord assez globalement avec ce que vient de dire Jean-Marie Colombani. On est dans un rapport entre deux des pouvoirs de l'État, entre le législatif et l'exécutif. Je ne vois vraiment pas en quoi le Sénat devrait se mêler de l'organisation de la sécurité du président de la République. On voit bien qu'il y a eu des dysfonctionnements dans cette sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire avec Macron à quelqu'un qui se méfie de l'État profond, qui a eu le sentiment à plusieurs reprises, et l'a montré au cours de ses voyages présidentiels, d'être empêché de communiquer avec les foules. Vous savez que c'est quand même quelqu'un, on l'a vu pendant la campagne électorale présidentielle, qui va au-devant des gens qui le contestent. Il adore ça. Il est dangereux, ce type, parce qu'effectivement, il a le sentiment qu'il peut séduire l'adversaire en allant à son contact. Donc, les gens qui sont chargés de la sécurité présidentielle, le fameux groupe de sécurité qui est composé de gendarmes et de policiers, ne cessent de faire barrage, de faire obstacle entre le président et sa volonté d'aller vers les foules. Benalla, lui, qui est en réalité un garde du corps privé, si vous voulez, enfin, c'était le garde du corps en réalité du couple présidentiel, lui, au contraire, il adhère à l'idée de Macron que quand des gens ont envie de le voir, il faut lui parler. Macron est obsédé par l'idée d'être enfermé à l'Élysée comme dans un bunker, comme ses prédécesseurs. Maintenant, je voudrais faire remarquer à messieurs Sueur, socialistes, Jourda, les Républicains,
et le Philippe Bas, les co-rapporteurs et le président de la commission. Qui sont tous les trois donc des membres de l'opposition, comme disait Jean-Marie Colombani, les Républicains et un socialiste, que quand François Hollande se baladait dans Paris en scooter, là je pense qu'il y avait vraiment un vrai danger pour le président de la République, surtout qu'il y avait des attentats terroristes tous les 15 jours à l'époque. Et je ne me souviens pas que le Sénat se soit montré particulièrement vigilant pour la sécurité présidentielle. Aujourd'hui, cette sécurité devient une obsession du Sénat. Autre remarque. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire également qui s'est montée à l'Assemblée nationale. Elle a totalement capoté. Donc on voit bien. Elle a fait le shit. Pourquoi ? Parce que les Républicains, parce que la République en marche est majoritaire à l'Assemblée, alors qu'elle est minoritaire au Sénat. Donc on voit bien que cette affaire est purement politicienne. Purement politicienne, mais il y a quand même des dysfonctions. J'espère que ces arguments ont convaincu Virginie, alors que moi j'étais impuissant à la convaincre. Mais quand même, il y a quand même des dysfonctionnements graves qui ont été dénoncés à un très haut niveau. Non, mais bien sûr, les dysfonctionnements, en dehors de la sécurité, les dysfonctionnements ne sont pas en question. Là, ce qui est en question, c'est l'attitude institutionnelle. Et encore une fois, la Ve République telle qu'elle est, regardez, le quinquennat a déjà considérablement affaibli la fonction. Emmanuel Macron le mesure chaque jour, et avant lui, François Hollande et Nicolas Sarkozy l'ont éprouvé. La fonction est singulièrement affaiblie par le jeu même du quinquennat et ses conséquences lourdes, qui transforment d'ailleurs le président en super Premier ministre. Là, on est en train d'introduire un nouvel élément d'affaiblissement de la fonction présidentielle qui n'a jamais existé auparavant, et qui est un Sénat qui se mêle du mode de fonctionnement, du mode d'organisation de l'Élysée. Ça n'est en aucun cas dans ses prérogatives, en aucun cas. Le seul qui puisse répondre de l'action ou de son mode d'organisation devant les chambres, parce qu'il est responsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre et c'est le gouvernement. Mais en aucun cas le président de la République. Ou alors on change les institutions, on dit on change de République, et d'ailleurs on l'inscrit encore une fois dans les conclusions du grand débat, on fait voter ça par référendum, peu importe, et on inscrit que désormais le président de la République devra répondre de son mode d'organisation, de ses actes, etc., devant le Sénat ou devant l'Assemblée nationale. C'est ça que je pointe. Évidemment, les dysfonctionnements sont là, évidents, et les mauvaises actions du camarade Benalla sont aussi éclatantes. Et encore une fois, le feuilleton n'est pas terminé. On va passer au deuxième sujet de la semaine, l'antisémitisme. Le discours d'Emmanuel Macron au dîner annuel du CRIF était d'autant plus attendu que la veille, il avait bousculé son emploi du temps pour aller se recueillir devant 96 tombes juives souillées dans la petite ville de Katzenheim en Alsace. Dans son discours, le président a évoqué ce contexte très lourd. Il a admis les échecs du passé. Il a promis de lutter pied à pied pour punir, pour légiférer, pour éduquer. Mais il a aussi voulu transmettre son émotion, son empathie. On l'écoute. C'est cela ce que nous sommes. Nous sommes chez nous. Nous tous. Hier, à Katzenheim, j'ai eu honte. Nous sommes chez nous, nous tous, dit Emmanuel Macron. C'était sans doute une façon de répondre peut-être à cet individu qui avait injurié Alain Finkielkraut en lui disant notamment « Retourne chez toi, sale sioniste, la France, elle est à nous ». Virginie, c'était une façon pour Emmanuel Macron de communiquer non seulement des actes, des mesures, mais aussi sa compréhension peut-être devant cette situation dramatique. Oui, il faut rappeler que ce dîner du CRIF qui a lieu chaque année intervenait hier dans un climat très tendu, plus 64% d'actes antisémitistes. 74 même, oui. Plus 74% d'actes antisémitistes. Et on l'a vu ces derniers jours, la profanation de cimetières, les insultes contre Alain Finkielkraut, qui d'ailleurs ne portera pas plainte, mais une enquête a été ouverte, et une émotion générale avec le rassemblement à la République. Et Emmanuel Macron, qui avait déjà promis l'année dernière, lors de ce même dîner du CRIF, de prendre des mesures, se retrouve un an après devant des questions et devant des attentes. Et des échecs. Pas forcément les siens, mais il les a reconnus. Des échecs, disons, devant une situation qui est extrêmement inquiétante et préoccupante. Je ne sais pas si c'est son échec ou si c'est l'échec de 40 ans de petits reculs et de petites démissions ou de manque de fermeté dans l'application d'un arsenal juridique qui existe pourtant. Donc là, il fallait qu'il réponde, et son discours, de mon point de vue, a été, comme souvent avec lui, très intelligent, très sensible et assez novateur dans le fond.
j'ai trouvé que c'était un bon discours. Après, il faut que ça soit suivi des faits, mais il a semblé donner l'élan, ou en tout cas une indication, une impulsion très forte vers le pouvoir judiciaire, en disant que effectivement il fallait être plus réactif que peut-être jusqu'à présent il ne l'est. Oui, alors il a annoncé une série de mesures, Oui. il a incité les victimes à porter plainte, il a demandé à ce qu'il y ait plus de suivi, plus de réactivité, peut-être des nouvelles mesures, notamment pour l'antisémitisme numérique, et aussi des efforts dans l'éducation. Il a aussi annoncé la volonté pour la France de changer un petit peu la définition de l'antisémitisme et d'inclure, d'une certaine façon, encore floue, l'antisionisme. Ça, c'est vrai que c'est un débat difficile. Il marche un petit peu sur des œufs, sans doute, là-dessus, parce que c'est très politique. Bien sûr, parce que tout dépend de ce qu'on entend par antisionisme. Si vous voulez, la critique du gouvernement israélien est parfaitement légitime, comme celle de n'importe quel gouvernement de la planète. Ce qui n'est pas légitime, c'est le refus de l'existence d'un État juif en tant que tel. Là, on rentre dans un antisémitisme, en réalité, qui se dissimule. Et nous savons bien aujourd'hui que, comme l'antisémitisme est condamné et puni par la loi, un certain nombre d'hypocrites se servent du terme sioniste pour désigner les juifs. Quand on traite, mon cher camarade Alain Finkielkraut, que je salue et que je soutiens de toutes mes forces à France Culture, quand on le traite de sale sioniste, on veut dire sale juif, évidemment. C'est clair, mais ça serait une façon de se dédouaner et d'échapper à la justice. Il faut que les gens qui utilisent ce genre de crapulerie soient punis, parce que ce sont des antisémites. Si vous voulez, le problème face auquel nous sommes confrontés, c'est que nous avons plusieurs sortes d'antisémitisme et qu'il y a eu le déni porté par les gouvernants précédents sur un certain antisémitisme. Nous connaissons de belle date l'antisémitisme d'extrême droite. Il faut reconnaître de ce point de vue-là que Marine Le Pen, par rapport à son père, c'est un grand progrès. Mais l'antisémitisme d'extrême gauche, celui qui se camoufle en antisionisme, parce qu'il cherche la fameuse alliance islamo-gauchiste, cet antisémitisme-là est nié par un certain nombre de médias, par un certain nombre d'observateurs, parce qu'il les dérange profondément. Ils ne veulent pas le reconnaître. Et je trouve que Macron, lui, l'a reconnu hier soir. Il l'avait déjà reconnu l'année dernière, à vrai dire. Mais c'était quelque chose que, à gauche en particulier, on avait beaucoup de mal à reconnaître. Mais Jean-Marie, il y a eu une proposition de certains députés de la République En Marche pour pénaliser justement l'antisionisme. Macron a dit non. Donc c'est vrai que la façon dont la France va adopter cette nouvelle définition de l'antisémitisme est encore un petit peu vague, mais il y a un refus de la pénaliser parce que certes, on peut imaginer que ceux qui appellent à la destruction, à l'élimination de l'État d'Israël pourraient être considérés assez facilement comme antisémites, mais une critique de la politique israélienne en Cisjordanie, c'est beaucoup plus difficile. Oui, je souscris à tout ce qui a été dit. La séquence était d'ailleurs très forte. Le nous est très important. Comme disait Hannah Arendt, quand on prononce les mots justes au bon moment, c'est de l'action. Et donc, de ce point de vue-là, le président de la République était totalement dans son rôle, avec une vertu, me semble-t-il, qui est essentielle vis-à-vis de nos compatriotes de confession juive, et qui est d'être rassurés. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Nous sommes là. Et donc, c'est je crois, la vertu essentielle de ce discours d'hier. Par ailleurs, après, on a quand même un certain malaise parce qu'on a l'impression de ces barrages contre le Pacifique. On ne sait pas comment arrêter ce mouvement, comment arrêter cela. Alors, il y a certainement beaucoup de choses à faire sur le net à cause du rôle hypocrite des plateformes qui ont été d'ailleurs très bien dénoncées, qui n'éditent pas, qui ne sont pas directeurs ou directrices de publication et qui donc se lavent les mains de ce qui peut être publié. De ce point de vue-là, l'exemple allemand, on en avait déjà parlé, mais l'exemple allemand est intéressant parce qu'il fonctionne, alors qu'en France, on l'avait pris un peu en dérision en considérant que c'était une loi soit liberticide ou qui ne fonctionnerait pas. Non, l'exemple allemand montre que ça peut fonctionner. Donc mais ça n'empêchera pas la réalité d'un certain nombre de zones sur le territoire où se concentrent des gens qui sont facilement attirés par l'antisémitisme, parce qu'il y a une part, j'allais dire, presque d'antisémitisme culturel. Et c'est cela qu'il faut évidemment combattre au premier chef. Et il a tout à fait raison de mettre l'accent sur les écoles, sur ce qui se passe dans les écoles, dès lors que des enfants de confession juive sont obligés de quitter l'école à cause du climat qui y règne. Et là, c'est un travail immense, considérable, mais qui est urgent. Enfin, qui est urgent. On sait que c'est urgent depuis un certain temps déjà, donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Oui, il a annoncé notamment un audit de ces écoles où les enfants
étudiants juifs ne se sentent plus à l'aise et décident de partir. Mais il a aussi parlé de l'antisémitisme lié à l'islamisme radical. Et ça, c'est vrai que beaucoup à gauche n'osent pas forcément dénoncer cela parce que ça pourrait être stigmatisant. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il l'ait faite ou est-ce que c'est un petit peu risqué dans le climat actuel en France ? Probablement les deux. C'est une bonne chose qu'il ait faite parce qu'il est bien de nommer les choses et que ne pas les nommer ne les règle pas. Est-ce que c'est risqué dans un climat aussi explosif que le nôtre ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut toujours mieux mettre les mots sur les actes et les pensées que de ne faire comme si elles n'existaient pas. Parce que c'est vrai que, Brice Coutué, c'est un débat, je me souviens, aux États-Unis, Obama a été accusé par la droite américaine de ne pas parler de l'islamisme radical. C'était pour le terrorisme avant tout, mais là, pour l'antisémitisme, Emmanuel Macron se retrouve un petit peu, même s'il a fait attention à son expression, il est un petit peu obligé d'en parler. Il y a un événement qui s'est produit sur ma chaîne France Culture il y a quelques temps, il y a un peu plus d'1 an, qui devrait nous alerter. Georges Bensoussan était l'invité, un grand historien de l'histoire du judaïsme dans les pays arabes, éminent historien, a été invité par Alain Finkielkraut à son émission Réplique un samedi matin. Et il a cité un sociologue algérien qui disait, qui parlait de l'antisémitisme dans le monde musulman et dans le monde maghrébin. Il a été traduit devant les tribunaux pour ça, Georges Bensoussan, et l'affaire a traîné pendant très longtemps. Il a fini par être acquitté par la justice, mais Alain Finkielkraut lui-même a été inquiété pour avoir laissé parler Georges Bensoussan, historien éminent qui travaillait à l'époque au mémorial de la Shoah. Donc on voit bien que ce déni va jusqu'à la justice. Il y a des juges qui ne veulent pas qu'on dise qu'il y a un antisémitisme venu du monde islamo-musulman. Or, beaucoup de sociologues et d'intellectuels musulmans eux-mêmes le disent et le combattent ouvertement. Je ne trouve plus le nom mais enfin, il y a un certain nombre de sociologues et d'intellectuels algériens en particulier qui se battent tous les jours contre cet antisémitisme-là. Et donc, il existe puisqu'ils le combattent. Mais vous voyez, pendant longtemps, il était interdit d'en parler. C'est Kamel Daoud, qui, dans le nom que je cherchais, l'éditorialiste hebdomadaire du Point. Absolument. Mais c'est vrai qu'il y a aussi peut-être quand Emmanuel Macron dit vous êtes chez vous aux Juifs, il répond aussi peut-être, et on l'a vu à plusieurs reprises après les attentats, à Benyamin Netanyahou. Nous sommes chez nous. Oui, voilà. Il y a aussi, oui. Enfin, les premiers à avoir dit on est chez nous, c'est les foules qui acclament Marine Le Pen. C'est une parole d'exclusion. C'est une parole d'exclusion. Une parole d'exclusion. Alors l'exclusion vise essentiellement des gens de confession musulmane, très probablement. Enfin, c'est pas un secret. Oui. Donc la formule d'Emmanuel Macron est au contraire de la reprendre à son compte pour la positiver, pour dire non. C'est la France dans sa diversité et notamment forte de sa communauté juive. C'est cela qu'il a voulu dire et je pense que c'était de ce point de vue-là très bienvenu. Et puis en plus, c'était une formule qui a été lancée au visage d'Alain Finkielkraut. Donc, mais c'est vrai, enfin, Virginie, on se rappelle, après les attentats contre l'hypercacher, il y avait eu même des polémiques entre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, François Hollande, parce que Netanyahou était venu, avait dit aux Juifs de France, écoutez, si vous, en gros, je schématise, si vous ne voulez plus avoir de problème d'antisémitisme, allez en Israël. Et donc il y a toujours cette tension qui est là et qui ressurgit dans ces moments de crise. Bien sûr, et qui est très aiguë dans notre pays en ce moment. Mais si on ne lève pas ces tensions et si on les laisse s'accroître, parce qu'elles s'accroissent, la situation peut devenir totalement ingérable et incontrôlable. Donc c'est la responsabilité du président de la République que de dire jusqu'où il estime devoir le dire, que les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles viennent de là d'où elles viennent, me semble-t-il. Et puis on s'en sortira pas sans prise de conscience collective. Absolument. Parce que là, regardez le paysage tel qu'il est devant nous, en dehors du Sénat, la droite et la gauche, c'est-à-dire les Républicains et le Parti socialiste, n'existent plus ou si peu et ne comptent pas. Donc seuls comptent les extrêmes et s'affrontent les extrêmes. Donc c'est évidemment un terrain éminemment inflammable, où vous avez les extrêmes d'un côté et Emmanuel Macron de l'autre. Alors que sur ce type de sujet, il devrait y avoir ce qu'il y a eu très fugitivement au moment des attentats, autour de François Hollande et tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient venus à Paris, un moment au moins d'unité nationale. Là,
plus que jamais, c'est l'unité qui devrait prévaloir. Mais on est face à un paysage politique qui manifestement ne le permet pas. Et on voit avec quelle rapidité on change de sujet pour essayer pour perpétuer l'affrontement. Ce que je disais tout à l'heure, les gilets jaunes à peine presque éteints, ils ne sont pas encore éteints. On lance une autre offensive alors que la période appellerait beaucoup plus de volonté d'apaisement et de réassurance donnée à tous nos compatriotes qui sont aujourd'hui en butte à des pensées ou des actes extrêmes. Il me semble que Emmanuel Macron n'a pas tout à fait manifesté cette volonté d'apaisement vis-à-vis des extrêmes depuis qu'il est au pouvoir. Il a, de mon point de vue, joué avec les extrêmes, et notamment avec l'extrême droite, qu'il n'a cessé de mettre en face de lui et qu'il n'a cessé d'installer comme un interlocuteur direct. Non, mais parce qu'il s'est retrouvé au second tour contre Marine Le Pen, il a très vite installer l'idée qu'il y aurait les nationalistes contre les progressistes, sous-entendant on va se retrouver et on rejouera de nouveau le second tour de la présidentielle. Mais me semble-t-il, c'est un jeu dangereux, et c'est un jeu dangereux, on le voit en ce moment. Vous êtes d'accord ? Ça vous donne la possibilité de passer au sujet suivant, qui est les européennes, je crois, parce que c'est exactement... On va pas avoir le temps de parler, mais allez-y, si vous voulez. Non, écoutez, moi je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Marie Colombani. Effectivement, quand on a affaire à une coïncidence entre une ultra-droite et une ultra-gauche. Qu'est-ce qui peut permettre, comme on l'a vu dans toute l'histoire moderne, contemporaine, aussi bien en France, en Allemagne que partout ailleurs, qu'est-ce qui permet en fait aux deux extrêmes de coïncider, d'échanger? C'est l'antisémitisme, on l'a vu à chaque fois. C'est un vieux truc. C'est tout ce qu'ils ont en commun, si vous voulez, la haine des Juifs. Les uns parce qu'ils pensent que les Juifs sont des capitalistes, c'est la France installée, c'est la France bourgeoise. Les autres parce que c'est la France cosmopolite liée à l'étranger. Donc tous les deux, pour des raisons différentes, l'extrême droite et l'extrême gauche ont l'antisémitisme en commun. C'est pas le même antisémitisme, mais ça leur permet de fusionner. Si vous ajoutez à ça la haine d'Israël en tant qu'État, qui nous vient effectivement du monde arabo-musulman et de l'islamisme radical en particulier, ça donne un cocktail terrible. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est heureux que Macron soit le premier véritablement président de la République dans ce pays à en avoir pris conscience. Et j'espère que c'est pas simplement une prise de conscience, mais que ça va être derrière des actions. Il suffit pas de parler, il suffit pas de nommer le mal, il faut aussi le combattre. Et il faut avoir derrière soi la France entière. Et je pense que c'est un combat qui est très, très, très populaire dans notre pays, qui est très majoritaire. Très bien. C'est maintenant l'heure de la chronique politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult, la présidente de Dentsu Consulting. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors évidemment, on a parlé de deux sujets. On va commencer par l'antisémitisme. Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron l'a en ligne de mire. Il a annoncé une proposition de loi pour le mois de mai. Est-ce qu'on arrive à le mesurer ? Alors on arrive à le mesurer. Alors on va dire il y a une première mesure qui est relativement facile, c'est celle dont vous parlez, c'est le soutien et finalement ce qu'il se dit autour de l'antisémitisme. Et on voit que cette semaine, il y a plus de 197 400 messages. Donc oui, il y a une réalité d'une mobilisation autour de ce sujet et qui est largement dénoncée et une envie réelle des Français et des internautes de changer les choses. Par contre, mesurer les propos antisémites, là c'est beaucoup plus difficile parce que les choses sont plus insidieuses. Vous n'avez pas une expression en soi spécifique. Les gens ne disent pas sale juif sur les réseaux sociaux, ou quand ils le disent, heureusement, là c'est relativement vite enlevé. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'il y a une personne qui est ciblée, qui reçoit beaucoup de messages, du coup on est dans une logique de harcèlement, et là le chiffrer, le quantifier, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc on sent bien qu'il y a ce sujet délétère, mais on ne peut pas le chiffrer précisément. On peut chiffrer les soutiens, mais on ne peut pas chiffrer l'antisémitisme lui-même. Alors après, dans ces messages que je vous ai montré, ce volume, on a essayé de regarder justement comment s'exprime ce soutien. Et là, on a sorti les mots les plus utilisés. Et les mots les plus utilisés, en fait, on voit bien qu'il y a deux mots qui ressortent très fortement, qui est islam radical. Évidemment, il y a beaucoup de mots pour dire que c'est insupportable, qu'il faut apaiser les choses, qu'il y a une notion de communautarisme qui n'est pas à pointer. Enfin bref, il y a pas mal de messages positifs, mais il y a un signal faible qui est cette notion de anti-islamisme, parce que là, vous voyez qu'il y a le mot radical qui ressort fortement, mais c'est le mot islam aussi qui ressort. Et donc, on sent bien qu'il y a une forme de danger dans ces messages, souvent de soutien, qui est d'opposer deux communautés, qui est opposé deux populations, deux religions. Et donc,
c'est un signal montant, mais c'est un signal sur lequel je pense que le gouvernement est plus que sensible, mais qu'on sent bien monter. Et puis après, parce qu'il y a Jean-Marie, et parce qu'on ne peut pas parler réseaux sociaux sans parler des emojis, on a regardé quels étaient les emojis les plus utilisés dans ces messages. Et bien on va dire qu'ils sont globalement plutôt d'un registre de, vous voyez, le gros rond, l'éclair ou la flèche, ça pointe le fait que c'est un sujet important, vraiment important, et que personne ne prend à la légère. Évidemment, il y a des personnages qui ne sont pas contents, mais le personnage dubitatif qui est pas mal repris, en fait, c'est les gens se demandent comment est-ce qu'on va l'identifier, comment on va lutter, et est-ce que ce que le président Macron a proposé est vraiment efficace, en tout cas, est-ce que c'est crédible, sachant que globalement, si on rentre dans le détail, voilà, c'est un peu contre les idées reçues, mais il y a une des propositions qui est de lutter contre l'anonymat, partant du principe qu'il est plus facile d'être violent derrière un pseudonyme. Et en fait, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça, parce que quand on rentre dans le détail, les messages les plus violents sont généralement des messages portés par des gens qui ne sont pas dans l'anonymat. Donc, comme s'il fallait justifier sa violence par beaucoup plus de violence. Donc, en fait, c'est plus complexe que ça. Et quand on regarde sur le grand débat, la fameuse plateforme, où généralement les gens s'expriment de façon parfaitement anonyme, eh bien, il y a très peu de violence. Il n'y a que 49 messages qui ont été modérés pour vous donner une idée de la réalité de l'expression. Quand vous avez quelque chose à proposer, quand vous n'êtes pas dans la contradiction et simplement dans la critique, eh bien, finalement, il n'y a pas tant de violence que ça. Donc, l'anonymat n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et les internautes pointent tous un point qui est assez fort, qui n'a pas tellement été cité hier, qui est la notion de transparence dans la modération. Parce qu'en fait, les plateformes, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, les uns et les autres font beaucoup d'efforts. Mais quand vous êtes choqué, que vous voyez un message où vous dites là, ça va trop loin, vous le signalez, mais en fait, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. Vous recevez un vague message qui vous dit bon, très bien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de transparence dans cette modération. C'est ça que réclament énormément les internautes. Ouais, en même temps, ce que vous dites est normal, parce que ceux qui sont violents, qui prônent la violence, ou qui veulent la violence, qui veulent en découdre, ne se mêlent pas du débat, ne vont pas aller participer au débat. Et donc, ils peuvent s'exprimer de façon violente sur les réseaux, en effet, mais ils ne vont pas apparaître sur les débats où interviennent des gens qui y croient et qui pensent qu'en apportant des idées, les choses peuvent bouger. Mais vous avez une réalité, en fait, sur ces messages, vous pourriez avoir des gens qui viennent simplement pour saboter le sujet, et il n'y en a pas. Il y en a très peu. En fait, quand vous êtes on vous oblige à faire une proposition. Être haineux dans une proposition, vous pouvez le faire, c'est plus difficile. Donc en fait, c'est le sujet aussi de, finalement, si vous n'avez rien à proposer. Et donc il y a une tendance, entre autres aux États-Unis, de dire que sur les sites de médias où les gens peuvent commenter, où là ils sont souvent dans la haine, il est fort probable qu'on arrête ces commentaires. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un incident pendant la visite d'Emmanuel Macron à Katzenheim au cimetière. Il y avait un Facebook Live sur France 3, où il y a eu tellement de commentaires haineux, nous dit-on, qu'ils ont dû l'arrêter. Donc c'est le sujet finalement plus de quel est le propos et ensuite de pouvoir suivre les dénonciations ou les signalements en tout cas dans un premier temps. Et c'est malheureusement pas le fait de demander aux gens de ne pas être anonymes qui réglera le sujet, malheureusement. Alors deuxième sujet, c'était notre premier sujet, Alexandre Benalla. Alors c'est vrai que tout le monde se demande est-ce que les médias en font trop ou est-ce que ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, Alexandre Benalla a une vie. Et ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, on va regarder, ça fait un moment qu'on n'en avait pas... Voilà. Donc j'ai fait depuis le début de l'histoire. Combien de messages ? Plus de 8 500 000 messages. On peut commencer à dire que ça intéresse les gens. C'est pas juste nous. Le pic était très explicite. Un pic au début. Parce que c'est de ce pic-là que date la dégringolade d'Emmanuel Macron. C'est une affaire qu'il a déjà payée d'ailleurs. Il a déjà payé au prix fort. Au plus gros de l'histoire, plus de 2 millions de messages, c'est incroyable. Voilà. Et depuis, ça perdure. Alors évidemment, on voit, il y a des moments comme ici où ça se calme un peu. Et puis, comme c'est un feuilleton qui n'en finit pas, à chaque fois, ça relance. Une histoire d'été qui dure jusqu'au mois de février. C'est le graphique que Philippe Bas a en tête. Il s'est dit là, il faut faire remonter. Alors du coup, j'ai regardé, je me suis dit, parce que là, on ne voit pas bien, parce que forcément, c'est écrasé par le pic. Si je regarde juste cette semaine, quand même pas mal, parce qu'on a 218 400 messages. Ça reste quand même pas mal. Je peux vous dire qu'il y a plus d'un politique qui aimerait qu'on parle autant des sujets qu'il porte. Donc voilà. Du coup, j'ai été de regarder, et en fait, le sujet, il est compliqué. Et d'ailleurs, la petite joute que vous avez eue sur le truc, les internautes l'ont aussi... J'étais en nette minorité. En nette minorité. Mais, ce qui ne veut pas dire que vous aviez tort. Ah non, mais je ne pense pas forcément avoir tort. Mais là, en fait, d'abord, c'est saluer le fait que le Sénat ait sorti ce rapport, est salué parce qu'il y a un rapport.
Donc déjà, rien que une pour ça, œuvre de c'est ça. vérité, a dit Philippe Bas. L'autre chose qu'on ne voit pas là dans les messages, mais on en a parlé parce qu'ils sont très contents, les internautes, que M. Benalla soit en prison. Ça, ils sont très très contents, ils trouvent que voilà, il était temps. Donc voilà. Et puis l'autre chose, c'est que finalement, ils se disent, bon, finalement, ce rapport, c'est bien, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, bah, soit ils n'avaient pas le droit d'aller jusque-là, et dans ces cas-là, pourquoi ne l'a-t-on pas dit avant et pourquoi on ne l'a pas rappelé? Soit ils ont raison, et dans ces cas-là, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est critiqué. Bref, ils sont contents qu'ils soient en prison, ils sont contents que le rapport soit sorti, mais définitivement, ils ne comprennent rien à cette histoire en disant... Nous non plus. Parce que les sénateurs se sont arrogés un droit qu'ils n'avaient pas. Non, mais par contre, il y avait un petit point positif dans tout ça, c'est qu'ils trouvaient, ils se sont dit, ah bah tiens, les sénateurs, ils servent à quelque chose, puis là, ils se disent, bah oui, alors ils servent à quelque chose, mais finalement, ce n'était pas leur rôle. On ne peut pas raisonner dans ce contexte sans rappeler qu'au premier rang des propositions de débat mises en avant par Emmanuel Macron, il y a faut-il réformer le Sénat, et faut-il réformer le Sénat et le Conseil économique et social. Ce qui est un crime absolu pour le Sénat, c'est de les mettre sur le même pied que le Conseil économique et social, sur le thème à quoi servent-ils. C'est le fond du problème. Vous pensez que c'est la provocation d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Mais non, mais c'est la vraie explication. C'est la vôtre, Jean-Marie, c'est la vôtre. Virginie, vous connaissez la politique depuis suffisamment longtemps pour savoir que c'est élémentaire en politique. Moi, je trouve que le raisonnement qui consiste à dire parce que le Sénat est de droite et qu'il est dans l'opposition, son travail est forcément un travail... C'est une réponse du berger à la bergère. C'est une réponse du berger à la bergère. Un travail de mauvaise foi. Non, mais on parle de berger et de bergère. On saura qui est le berger, qui est la bergère. Parce que Virginie... Nous viendrons avec nos moutons. Virginie écoute peu. J'écoute très bien. J'écoute très bien. Moi, je dois écouter l'heure qui tourne et vous remercier tous d'être venus. Et à très bientôt. À bientôt.